Alors, nous allons commencer cette soirée poésie en musique, puisque Christophe jouera entre chaque lecture, mais on voulait démarrer par une rencontre entre deux poètes qui sont tous les deux, qui ont un parcours tous les deux remarquable, puisque ils publient tous les deux dans les prestigieuses collections blanches chez Gallimard, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Sébastien, tu en es à ton deuxième, troisième recueil qui vient de paraître. Le deuxième, voilà. Et non, le second qui va paraître chez Gallimard paraîtra en novembre. Voilà. Et celui dont nous allons peut-être parler ce soir, c'est Le vent qui porte les modèles de chez Corle-Groupe. Christophe, tu as écrit 137 recueils à la louche. C'est à peu près ça. Non, mais j'ai pas le chiffre exact, donc je dis au hasard. 37, je crois. Non, mais c'est vrai? Non, à peu près. Juste comme ça. Il y a des choses très, très confidentielles. Bien sûr. Mais enfin, ça prend un 2 mètres linéaires dans ma bibliothèque, quand même, Christophe Mély, donc j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. Et puis, il faut quand même le signaler, tu as écrit Malarmé en 2022 Oui, c'est ça. pour Ajout passant. Je signale aussi, avant qu'on oublie, que tu étais là déjà, tu fais partie des fidèles et tu es même en quelque sorte le parrain de ce festival. Et que l'année dernière, on a déjà lu ta poésie, et qu'on a même créé un parcours numérique. Vous pouvez écouter les poésies qui ont été écrites sur place, puisque Christophe était particulièrement inspiré par notre région, et notamment toutes les façades sur le long du pertuis breton, entre Nieul et Élange. Vous pouvez, il y a une dizaine d'arrêts avec une lecture de ces textes. Voilà. Alors maintenant que je vous tiens tous les deux ensemble, je voulais vous poser une question. Tous les deux, vous êtes ce qu'on pourrait appeler des poètes de l'indicible, de ce qui a du mal à se dire, de ce que le vent, de ce que l'horizon, de ce que le temps murmure, sans que nous, simples mortels, n'entendions ce qu'ils ont à nous dire. Et je voulais vous demander, qu'est-ce qu'il faut être? Que faut-il être pour prêter l'oreille au silence et en faire des poèmes? Merci. Je l'avais prévu. Oui, c'est la question un peu que tout le monde se pose. Je pense qu'il n'y a pas de choses particulières, si ce n'est quand même savoir s'arrêter sur soi-même. Je ne sais pas si c'est une chose qui me vient comme ça. Je n'ai pas préparé les questions, je vous le dis, mais c'est plutôt ça. Être très attentif à soi, aux émotions qui se produisent en permanence en nous, et savoir aussi s'arrêter. Et quand vous vous arrêtez, il y a un petit moment, une espèce d'entre-deux, où des choses se révèlent, ou pas d'ailleurs, mais la plupart du temps. C'est comme ça, moi, que je vois la chose. Donc c'est vraiment un regard tourné vers l'intérieur, une attention qu'on porte à soi et aux choses, évidemment, autour de soi. Moi, je vois ça comme ça. C'est comme ça que ça vient. Et cette fois-ci, tu ne peux pas. Alors, je ne vais pas m'échapper. Je vais dire des choses un peu similaires. C'est d'abord un état de disponibilité, de grande disponibilité. C'est pas tant une quantité de temps, c'est une qualité de temps. C'est-à-dire un temps où on est, d'une certaine façon, il faut créer en soi la page blanche. C'est-à-dire se débarrasser de tout ce qui peut encombrer en termes de pensée envahissante, de réflexion. Voilà, c'est créer cet état de disponibilité pour pouvoir accueillir, en effet, cette émotion et être disponible quand elle va retentir. Si retentissement il ne se produit pas automatiquement, ça
c'est pas prévisible, c'est pas prédictible, mais si, j'allais dire, j'aime bien reprendre ce que disait, et prolonger un peu ce que disait Pierre Michon lorsqu'il parlait justement de l'acte de création. Il disait le roi vient quand il veut. J'ai tendance à ajouter si d'une certaine façon on lui a préparé la table. C'est-à-dire qu'il ne va pas venir n'importe où, et à n'importe quel moment. Alors, en lisant vos recueils, vos différents recueils, j'ai noté aussi qu'il y a une chose en commun dans votre poésie, c'est que vous êtes tous les deux sensibles à l'écoulement du temps avec ces deux pôles, c'est-à-dire le parfum de l'enfance, peut-être une forme de nostalgie, même si votre poésie n'est pas nostalgique, en tout cas cette polarité de l'enfance, et la présence de la mort, de la fin qui rôde, qui est l'autre pôle. Et finalement, je voulais vous demander, est-ce que la poésie, le moment du poème, c'est pas la saisie de ce moment présent si fugitif, si difficile à saisir dans la vie de sécule, comme ça? Je peux parler que de mon expérience, mais il me semble que c'est ce que j'ai pu rencontrer lorsque j'ai lu de la poésie, j'ai rencontré des gens qui écrivent de la poésie. Il me semble qu'il y a une forme de conscience un peu suraiguë, voilà, de la mort et de cet état de passage. Et que, d'une certaine façon, c'est répondre à ce passage et essayer de sauver ce qui peut l'être avant que ça tombe dans une forme d'insignifiance totale. Et que ce soit l'enfance ou que ce soit une émotion, on sait très bien qu'il y a quelque chose d'éphémère, de très peu durable, et que si on ne le sauve pas à un moment donné, ça risque de tomber vraiment dans l'insignifiance, dans les oubliettes de son histoire personnelle et de l'histoire tout court. Et donc, il y a une forme de sauvetage, et ce sauvetage, il se fait dans le travail de la langue également, qui est là comme façon de réussir, d'essayer d'ancrer cette chose indicible, mais qui est pourtant très présente. Alors, c'est vrai que, en ce qui me concerne, j'essaye toujours de rester dans les limites du raisonnable, dans le sens où il ne faut pas tomber non plus peut-être dans trop de spiritualité par rapport au temps qui passe, à la mort, etc. Des gens font ça beaucoup mieux que moi d'ailleurs. Donc c'est difficile en fait cette incertitude dont parle Alexis, Sébastien. Oui. C'est vrai que c'est cet état d'incertitude, je pense, qui nous pousse, comme tu le dis, à essayer de sauver quelque chose. Or, on sait très bien qu'on sauve strictement rien, mais on est poussé à le faire quand même. C'est vraiment un besoin, je pense qu'on a tous, autant qu'on est, cette sorte de petite inquiétude qui tourne en nous par moments, qu'on essaye d'oublier, des fois, mais ça sous le tapis, ça revient en fonction des événements de la vie, etc. Et peut-être que la poésie, c'est ça, on est très inquiet quelque part, mais tout en essayant d'être serein, puisque de toute façon, on ne peut pas échapper à ces choses. Donc, il y a peut-être un peu quand même un état un peu méditatif, on essaye quand même d'en parler, peut-être pour être plus à l'aise avec ce qui nous fait peur aussi. Alors, les arbres, les sentiers herbus, le pollen, pense à toi, les eaux pâles, pense à toi, les ciels et les brumes sont les sentinelles de Bohème. Est-ce que la chlorophylle et la sève vous tiennent-elles lieu d'encre? Est-ce que la nature est au cœur de votre création poétique? Bon, alors là, je réponds tout de suite, sans hésitation, carrément, oui. Moi, c'est vrai que j'ai énormément inspiré, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, depuis toujours, depuis que je suis petit. La nature m'attire beaucoup. Dès que j'ai l'occasion, je m'immerge dans la verdure.
Donc clairement, c'est ça aussi qui me dicte des choses. J'ai envie de dire que voilà, je n'invente rien du tout, je n'ai aucune imagination, je me contente de regarder, et puis les choses me parlent. Voilà, et la nature, je ne vois pas comment, je ne pourrais pas écrire en milieu urbain. Vous voyez, même si ici c'est une très belle ville, ben non, il n'y a rien qui se passe. Il faut de la nature, il faut de la chlorophylle, il faut du vent, de l'eau, et là tout va bien. Je dirais à la fois oui, mais pas que. Au sens où le premier recueil que j'ai publié s'appelait justement Le fruit des saisons, et était le fruit de pérégrination, de déambulation dans un endroit qui me tient à cœur, qui est le cœur du Limousin, entre lac et forêt. Mais j'allais dire, c'est plutôt cette capacité que peut avoir la nature, peut avoir un livre, peut avoir une écriture, peut avoir un paysage quelconque, de provoquer une forme de dialogue. C'est-à-dire quelque chose qui va me pousser à apporter une réponse. Quelque chose qui va m'interpeller et qui va provoquer une réponse. Un questionnement, et à ce moment-là se met quelque chose en route. C'est le principe de l'émotion, hein, c'est une mise en mouvement par la nature, mais pas que. En fait, la nature a été très présente dans les premiers recueils. Le vent qui porte les pollens, la nature est présente, mais pas uniquement. Ce qui a déclenché, par exemple, l'écriture de ce recueil paru chez Corleveau, c'est de retomber par hasard chez moi sur une de ces boîtes de chaussures quelconques, dans laquelle se retrouve, on a pu, je pense que ça va parler un petit peu à beaucoup de gens, classer tout un tas de photos. Des vieilles photos de famille, des choses qu'on pensait oublier qui ressurgissent. Et en fait, c'est cette forme de résurrection à travers un objet très simple et très. Voilà, des photos de vacances qui n'ont aucun caractère esthétique, mais qui font ressurgir des choses qui étaient acquises voilà, depuis très longtemps en soi. Et c'est cette forme de résurrection qui provoque le retour de paysage, le retour d'émotion et le retour d'un grand nombre de questionnements. Alors ça tombe très bien que tu parles de ça, parce que je voulais vous demander aussi un point commun, je trouve, entre vos écritures, c'est que c'est des plongées au cœur de l'intime, et pourtant sans pathos aucun. C'est-à-dire qu'on est dans l'émotion, dans j'ai envie de dire, le cœur du cœur, et pourtant il n'y a pas de pathos. Du tout. Qu'est-ce que c'est pour vous l'émotion? Qu'est-ce que c'est que l'intime dont vous parlez? Et on n'a pas le droit au joker en plus. L'intime, on vient d'en parler, c'est tout ce qui nous échappe, enfin, tout ce qui nous angoisse aussi, malgré tout. Et je ne sais pas quoi dire. C'est pas le contraire. Non, je suis en train de réfléchir en même temps. Vraiment trop difficile pour moi, je sais pas. Parce qu'en fait, c'est très pudique aussi comme écriture. Oui, c'est ça. Alors, c'est à la fois une écriture très intime et très pudique. Je vais peut-être m'en sortir comme ça. J'ai pas envie d'écrire des choses que je n'aurais pas envie de lire chez quelqu'un d'autre. Donc, pas de pathos. Sur cette question de l'intime et de la mise à distance de l'intime, on écrit toujours d'une certaine façon à partir de soi, et en même temps, si ça peut être transmis, c'est que on fait toujours le pari que dans cette expérience très individuelle se retrouvent en fait des expériences possibles, collectives ou voire universelles. Et c'est cette capacité, ou non, en tout cas, à produire de l'universel à partir de l'intime qui peut être éventuellement intéressante, même si lorsque j'utilise, comme d'autres, la première personne du singulier, comme d'autres peuvent le faire dans un roman, c'est pas forcément moi qui je est un autre, où le moi est haïssable aussi, c'est une autre façon de voir les choses, mais cette mise à distance, elle me paraît importante, de façon à permettre également à l'autre, celui qui va rentrer dans la lecture, de se sentir accueilli dans cette forme cette façon d'énoncer.
de ne pas simplement privatiser cette émotion, cette parole, la rendre ouverte. Alors tout à l'heure, on avait Emmanuelle Baya-Mactam, qui est une romancière, mais dont on a vu qu'elle était férue de poésie, qui disait qu'elle écrivait avec les mots des autres et qu'elle se considérait tout d'abord comme une lectrice et ensuite seulement comme quelqu'un qui écrit. En tout cas, que ses écrits sont imprégnés du discours qui a précédé le sien. Est-ce que votre poésie est une poésie qui est imprégnée d'autres voix? Je vais bien commencer. Évidemment, oui. Alors, par rapport à ce que tu viens de dire, il me semble, mais ça c'est aussi j'ai ce point de vue que je vais le prendre autrement. En disant que le génie ou la création pure, ça n'existe pas. Je vais partir d'autre chose. On attribue ça parfois à François Truffaut, peu importe, il a dit que le talent c'était 1% de lueur et 99% de sueur. Et en fait, l'acte de création, il ne peut être que le fruit de ces 99% de sueur. Quand je parle de sueur, c'est le travail, c'est la lecture. Essayer de savoir d'où on vient, quand on s'inscrit dans une tradition écrite, j'essaye de savoir d'où je viens. Je viens de l'écriture gréco-latine et de tout ce qui s'en est suivi. On ne vient pas de nulle part. Et c'est ce travail-là me paraît vraiment essentiel. Quand j'anime des ateliers d'écriture au lycée où je travaille, que je rencontre des élèves qui me disent j'ose pas parce que je suis pas bon, etc. D'une part, commencez à essayer à écrire et puis surtout lisez, parce que c'est au fur et à mesure de cette nourriture, quand bien même vous lirez des choses qui ne vous intéressent pas, ça va travailler en vous. Et ce travail qui se fait de manière inconsciente, à un moment pourra peut-être produire ce petit pourcent de lueur qui va amener à l'acte de création. Et ça me paraît fondamentalement, oui, en effet, se nourrir de l'écriture des autres, de ce qui me précède, ça me paraît être la base de toute activité d'écriture. Alors oui, moi en fait, quand j'ai commencé moi je lis depuis longtemps bien sûr, mais tout a commencé vraiment en 2001, dans les Ardennes, où je suis originaire, où j'ai intégré une revue littéraire à l'époque, qui existe encore aujourd'hui, et j'ai rencontré des poètes vivants. C'est-à-dire que c'était pas Victor Hugo, c'était pas des gens qu'on lit, on a tout ça dans la bibliothèque, mais là je rencontrais des auteurs contemporains, et du coup c'était ma nouvelle famille, et c'est un peu ça, la filiation s'est faite comme ça, avec des gens dont un vient de nous quitter il n'y a pas très longtemps, donc Goffet par exemple, était un peu sous son aile, enfin pas plus que ça, mais je veux dire c'était quand même, je me référais à ces gens que j'avais rencontrés et qui me faisaient lire également d'autres personnes, d'autres auteurs que je ne connaissais pas, et je me suis fabriqué ma famille comme ça. Et j'ai l'impression d'être un petit peu l'apprenti de ces gens-là. Au départ, c'était comme ça. Et je pense que je le suis toujours. D'ailleurs, j'ai souvent, dans les recueils, je fais des dédicaces de temps en temps à des gens. C'est pas innocent. C'est parce que si j'écris ce texte-là, en référence à eux, c'est parce que je me suis nourri de leur travail. Vous avez des gens... aussi. Jean-Claude Pirotte, voilà, je voulais en parler parce que ça a été quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi. Et puis, il y en a encore aujourd'hui, mais qui sont bien vivants d'ailleurs. Gens comme Emmanuel Godot, Marc Salot, par exemple, Richard Brognier, des deux personnes comme ça. Et du coup, ça c'est très prégnant chez moi. Je ne vois pas comment j'aurais pu faire tout ça sans ces gens-là. Je ne leur suis pas. Alors, il y a des gens qui disent qu'on ne peut pas être redevable toute sa vie, mais c'est pas être redevable, en fait c'est naturel. Vous créez quelque chose, c'est un vrai lien avec eux. Et c'est comme ça que je travaille. Je pas mal comment je pourrais effectivement les choses qu'on fait tout seul dans son coin. Moi, ça n'a pas fonctionné comme ça. Si je n'avais pas rencontré ces gens-là, je ne pense pas que je serais là aujourd'hui. C'est sûr.
Alors, pour beaucoup de gens, la poésie c'est un passe-temps, c'est quelque chose de joli, qui est un peu hors sol, qui est un peu ce qui est le plus inutile, parce que c'est vrai que dans le roman, bon, on a vu aujourd'hui la capacité de dénonciation, d'éclairage sur la société. Et c'est vrai que la poésie, elle a encore cette image de passe-temps un peu, voilà, un peu précieux, un peu déconnecté du réel. Est-ce que pour vous, c'est un passe-temps ou est-ce que c'est quelque chose qui est fondamental pour vivre, qui nous aide à vivre? Je connais la réponse, hein, mais peut-être pas le public. Non, c'est pas un hobby, évidemment. C'était la réponse que tu avais en tête, j'imagine. Non, c'est pas un hobby, c'est pas un passe-temps, Après, voilà, je peux parler qu'à titre très personnel, mais c'est une des rares choses qui me fait tenir debout, en fait, au sens qui me fait tenir debout face à, j'allais dire, la multiplication d'absurdités, d'agressions, je suis allumé la radio le matin, là, on ne parle pas actuellement, mais pour être soumis à tout un tas d'absurdités, de violences, de difficultés, de choses qui m'indignent. Et c'est une façon pour moi de tenir debout par rapport à ça, d'essayer d'en faire quelque chose qui donne un petit peu de sens et de colonne vertébrale pour tenir face à ce flot comme ça, un petit peu qui submerge facilement. Alors, en ce qui me concerne, ça a été comme tu viens de le dire pendant longtemps. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins. Je parlais avec mon ami Thierry, et par ailleurs l'éditeur avec qui je travaille depuis longtemps, ce midi, et je lui ai dit, et là je vais répéter la phrase, je me suis dit finalement, avec les années, ce n'est qu'une chose parmi d'autres. J'ai envie de dire, quand je vis tous les jours, quel que soit, je ne sépare pas cette activité d'écriture du reste. Donc ça n'a pas plus de vertu, c'est-à-dire que quand je fais mon potager, ou quand je travaille au milieu professionnel, ou quand je suis ici, enfin, j'arrive à faire quelque chose. Je ne différencie plus l'acte d'écriture du reste. Donc voilà, ça fait partie de mes actes quotidiens, au même titre que d'autres choses. C'est pas que ça a moins de valeur, ça en a autant. Tout est important. Voilà. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes en train de dire que finalement la poésie n'aurait pas cette espèce de noblesse qui la rend un peu éthérée, un peu inaccessible, justement, enfin vous dites, vous la mettez au même plan finalement que le potager, c'est-à-dire, est-ce qu'elle a la vertu presque nourricière? En ce qui concerne l'inaccessibilité supposée de la poésie, je vais faire le procès de personne, mais je suis désolé. Qu'est-ce qu'on apprend à l'école sur la poésie? Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on en parle tous les jours de la poésie en France? Jamais, alors qu'on est un pays qui a des poètes qui sont connus dans le monde entier. C'est quand même choquant. Il y a des cultures où la poésie est, je dirais, au quotidien, vous avez de la poésie. Chez nous, jamais. C'est pour ça qu'elle est inaccessible, uniquement parce qu'on l'a cloisonnée et que personne n'y va. Donc on a l'impression que c'est pour les spécialistes. Je regrette, enfin moi je ne suis pas un spécialiste de quoi que ce soit. Et je pense que c'est tout un ensemble, tous les acteurs, que ce soit le corps enseignant, les libraires, nous-mêmes, ceux qui en écrivent. Heureusement qu'il y a des gens qui font des festivals comme celui-ci pour justement échanger avec les gens et montrer que c'est pas quelque chose qui est réservé à je sais pas qui. Moi, je m'indigne un peu de ça parce que c'est une fausse image. La poésie, je vous dis, moi, elle est quotidienne pour moi, donc je ne vois pas pourquoi elle ne le serait pas pour les autres. C'est tout à fait simple, il n'y a pas besoin d'avoir bac plus, je sais pas quoi. Enfin, je me souviens je parlais de Bigoffet, il m'a dit un jour, il va en Roumanie faire je sais plus, Gallimard, je sais pas, un festival là-bas, et il me dit, je tombe sur des gens qui n'étaient vraiment pas des intellectuels pour les coups, et là, vous êtes français, et il cite Victor Hugo. Et il me dit, est-ce que tu crois en France, tu prends des gens dans la rue qui sont capables de citer Victor Hugo? Et ça m'est resté cette image-là. Et c'est tellement vrai, parce qu'en fait, il y a quand même un problème dans cette société. On vient dire, on ne parle pas de poésie parce que c'est pour les spécialistes, mais en même temps, on crée nous-mêmes le problème. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez étrange.
Enfin, de mon point de vue, je comprends. Ah oui. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Sébastien? Est-ce que c'est pour une élite qui aurait dû lire, être un peu érudite, un peu cultivée, ou est-ce que n'importe qui peut finalement s'emparer d'un poème et y prendre plaisir? Parce que c'est quand même ça aussi. Alors, heureusement, oui. Heureusement, c'est pas. C'est très, très, très paradoxal parce que la semaine prochaine, par exemple, se tient à Paris le marché de la poésie. Il suffit d'aller y faire un tour un jour pour se rendre compte de la vitalité de l'édition, de l'écriture et de, j'allais dire, de la variété de ce qui est proposé. C'est quand même, je ne sais pas s'il y a beaucoup de pays dans le monde où il y a autant d'éditeurs de poésie. Ça, c'est très, très, très surprenant, qui sont souvent tenus par des passionnés. Et donc, il y a ça fourmille, il y a une vitalité incroyable. Cette vitalité, elle est renforcée depuis quelques années par l'émergence de formes de poésie à nouveau un peu plus orale, qui est plus dans la performance. On voit des scènes ouvertes fleurir un petit peu partout, qui certainement ont cet effet très important d'amener vers la poésie un public qui s'en sentait éloigné. Et ça, je pense que c'est plutôt un bon signe. Il y a plein de mauvais signes. Par exemple, la disparition de la seule émission consacrée à la poésie sur France Culture à partir de la rentrée prochaine, l'émission Poésie ainsi de suite de Manou Fari, qui va être remplacée par une sorte de lecture quotidienne, manifestement choisie par un artiste qui de temps en temps va faire sélectionner pendant un mois quelques auteurs qui vont être lus pendant 5 minutes. C'est une catastrophe du point de vue institutionnel. Pour autant, ce n'est pas du tout le reflet de la vitalité qu'on peut constater sur les marchés, sur les festivals, sur les scènes ouvertes, et ça, c'est quand même très paradoxal. Très, très paradoxal. Moi, je suis plutôt confiant dans ce qui se passe sur le terrain et méfiant par rapport à ce qui se passe d'un point de vue institutionnel. Merci Sébastien, qui s'appelle aussi Alexis Bardini. Sébastien, c'est son nom à la ville, et Alexis Bardini, son nom à la scène. Merci Christophe. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est d'écouter les poèmes. Est-ce qu'on peut commencer par toi, Sébastien? Oui, bien sûr. Alors, si tu veux, on peut rapprocher le... Et ben voilà. Et on peut le ramener peut-être. Arthur, est-ce qu'on peut ramener le... Ouais. Là. Après le... Christophe, à partir de là, Alors, contrairement à ce qui est ici, dont je dirai des extraits demain, en fait, je vais plutôt vous lire des extraits d'un recueil qui va paraître en novembre chez Gallimard, qui s'intitule Ressac, et qui est né, j'allais dire, d'une rencontre avec un pianiste qui s'appelle Édouard Fermet, qui un jour m'a invité à une résidence en me demandant d'écrire la trame d'un spectacle à venir. C'est la première fois que je travaillais sous cette forme de contrainte, un peu en urgence. Et voilà, on est né un recueil qui s'intitule Ressac, et qui est très court, qui fait une quarantaine de poèmes, qui est un dialogue. C'était l'hiver. C'était un lundi sur les bords de la Méditerranée, ou plutôt de mon désir de Méditerranée. C'était le soir, et l'horizon laçait la vague au ciel. Un homme sur les quais, des chants de marins lancinants, lui faisait un cortège. Visage indiscutable, indiscernable, et pourtant étrangement familier. Il m'apparut à contre-jour. C'était l'hiver. Je me souviens de tout cela, car je n'ai mis aucun barreau à ma mémoire. Et toi, marin qui viens de mer, plus sombre qu'un plateau d'argile,
Tu as bien vu ces muscles longs s'agiter comme nos mémoires, avalant, recrachant les hommes, la bouillie mâchée des remords bavant au coin des lèvres bleues. Dis-moi, de quel Orient viens-tu? De Latakié ou d'Odessa? Qu'importe, la place est libre et dis-nous encore les couleurs, les lents parfums et leurs regrets, tout ce qui gîte et contre-gîte, leurs lignes floues et leurs chemins. Je ne suis pas marin. Je ne suis que ton ombre, et je travaille sur les quais, là où se forgent les outils de la patience, leurs éclats si lointains que l'on croirait entendre un éventail, ou la fibre du bois qui lentement s'écarte sur l'océan de cendres bleues. Et je porte ton souffle à la lisière du réel, cet endroit très précis où tous les mots s'abîment, ne laissant sur la grève qu'une trace poudrée. Cela est juste assez pour dresser, pour cueillir tous tes désirs d'ailleurs. Dans le soir qui pétrit la tristesse du jour, je suis ce silence d'ébène. Aucune lame ne vient fendre tes rêves. J'épaissis ta pensée jusqu'à son point de combustion, pour qu'y éclate la lumière, sans mesure, sans atome, le soleil dans son enfance joufflue. Je me suis levé de moi-même pour devenir une rumeur, et si j'ai suivi le chemin aveuglément jusqu'à ce lieu, fondant l'espoir dans la distance pour qu'elle devienne cicatrice, c'est qu'il y a une raison. Tu cries des mots qui s'amoncellent, ta phrase lente catastrophe presse ma gorge qui se serre, partout la mer, partout le ciel, mon horizon est privé d'air, nul ciseau n'entame ta pierre. Quel est l'empan de ma douleur? La nuit venue, je tombe en toi, tu redeviens l'ombre et le même, et dans cette eau que la lune éblouit, tu te sens pris d'un grand vertige. Tu veux danser et tu t'installes dans ta légende, une main immobile, l'autre désaccordée. Entre nous, l'abîme, trait d'union de l'orgueil. Tu tais en toi les noms dont la vieillesse poudre ton visage. À retrousser l'obscur, nos mains s'épuisent. Merci. Merci Sébastien. Alors, on va écouter un petit peu de piano et ensuite on ira Christophe.
maintenant, nous allons demander à Thierry Chauveau, qui est l'éditeur de L'herbe qui tremble, de venir lire le texte d'Estelle Girard. Alors, c'est peut-être Victor Balzac qui lit Estelle Girard. Et Françoise Leboire. Alors, peut-être, Thierry, tu peux peut-être dire un mot d'abord de L'herbe qui tremble, présenter un petit peu la maison. D'accord. J'ai les deux. Ah non, non, alors, bonjour. Isabelle, pose-moi une question. Bonjour Thierry. Qui es-tu? Non mais une vraie question. L'herbe qui tremble, c'est vraiment une maison de poésie extrêmement exigeante qui fabrique, qui produit des recueils extrêmement beaux, à la fois visuellement, avec très souvent la particularité de travailler avec des artistes graphiques qui travaillent en écho avec les poètes, et qui a une exigence dans le choix des textes qui fait toute sa singularité. Est-ce que tu en es d'accord? Oui. C'est ça le poète. Voilà, on va, maison d'édition basée. Je ne vais pas parler longtemps puisqu'on est là pour la poésie. Je vais juste te dire que je m'appelle Thierry Chauveau. Notre maison d'édition est dans le Béarn, à Pau, à côté de Pau. On existe depuis 15 ans, on est éditeur de poésie et d'écrits de poètes. Ça peut être des journaux, des journaux de voyage, des essais sur la poésie, enfin, voilà. Écrits de poètes, poésie. On travaille beaucoup avec les artistes peintres. Et là aujourd'hui, on va vous lire deux autrices publiées ici au printemps. L'une s'appelle Françoise Leboire. Les deux n'ont pas pu venir, elles travaillent toutes les deux en bibliothèque. Et les bibliothèques sont ouvertes le samedi. Donc elles s'excusent de leur absence. Donc je dois prendre deux voix féminines, ce qui n'est pas facile. Françoise Leboire pour Décousu, profil perdu. Un recueil un petit recueil de 12 poèmes, mais assez. Et Estelle Gillard avec Bon baiser au vivant et au mort. J'ai demandé à Victor Balzac de faire la lecture à ma place parce que c'est une lecture assez difficile pour moi. Je m'essaye, si vous voulez bien. Bon. Allez. Donc je ne suis pas du tout préparé parce que j'ai appris hier soir à 11h que je devais le lire. Donc je n'ai rien préparé. Et... On est tous pareils. Alors, le premier de Françoise Leboire, c'est un petit recueil sur des déambulations à Paris, des déambulations dans les rues. Et son repère, ce sont les écrivains. En fait, ce qui l'a fait tenir debout, c'est sa relation avec des écrivains, morts ou vivants. Elle se réfère toujours à des auteurs. Alors, le premier poème s'appelle, le seul que je dirais, s'appelle Décision. Je peux noter ça? Ça marche. Décision, coup d'aile. Poussé par cette chose dont tu ne sais pas quoi et dont tu ne sais rien. Un peu sur tes gardes, tu dis, préviens que, tu ne veux plus parler, qu'en chantonnant ou gringotant par les gémissonnements. C'est une journée calme, tu passes d'une fenêtre à l'autre et penses, acquis de conscience, c'est quoi? La rue, toute bordée de roses, et derrière, un peu de bleu, éclaire le jardinet. Moment de jubilation, impromptu, avant les retours de tristesse, du bout des lèvres. Est-il possible que les mots prennent forme? Tu habitais autrefois de l'autre côté du bois, avec John Clark, un nom sans adresse non plus, dans le blanc des jours. Et vous énumériez ensemble les fleurs des talus, avant l'enclosure et l'obscurcissement des pensées. Est-il possible autrement? Quelque chose insiste, d'à peine perceptible. On entend le coup d'aile d'un oiseau tout près, le bruit d'une décision prise par les lèvres à lèvres,
moment où tu exultes. Il y eut aussi là-bas les mots du chirurgien poète. Fraîcheur, clarté, respiration dans la pierre, long mouvement de brasse dans la mer Égée. Oui, de connaisseurs. Ce sont retrouvailles à fêter. Les peintres et poètes, Tang et Song, s'invitèrent là, eux aussi, dans la foulée. Est-il possible que les mots surgissent autrement? Tant d'hésitation. Il y eut jadis, tu l'avais oublié, ces monologues sans appel de prophètes aveugles, vieilles échevelées, sur une estrade vociférant, tous, clamant leur douleur entre guillemets. Nous n'en sommes plus là, mais bien plutôt à chercher un petit mot qu'on pourrait formuler dans les profondeurs de son esprit. C'est tout, mais allez, c'est beaucoup. L'élan comme replié, empaqueté dans ce petit mot-là, d'une ou deux syllabes, pas plus. Ou bien encore, te voilà, frappant dans les mains pour chasser les idées noires, inventant de petites injonctions, recettes, combines, pense à ces deux touffes de lichen vert tendre rapportées de ton dernier séjour, mais comme on est loin de vue, s'accorder au cours des choses, être libre comme les nuages et les eaux, parlons-en, ah oui. Une petite pluie arrive, et l'obscurité se fait dehors et dedans. Seul dans la lumière, la tasse et le livre. Passe un nuage d'inconnaissance, gris foncé, poussé lentement d'est en ouest. Que les mots surgissent autrement, de cette façon-là, consonnes et voyelles, tous les mots secrets s'avancent doucement vers notre cœur muet. Revoici Armel Kern, cette fois encore, enjambant sa colère. Les mots et leurs traînes scintillantes. On sent tout de même parfois en soi quelque chose virevolter. Et pourquoi pas même frétiller? Ah oui, se laisser isoler, découper, devenir silhouette de papier, figure flottante dans une flaque d'aquarelle bleutée. Flotter, 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 murmure Ilse Garnier. Oublier, 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 poursuit-elle, toujours tapant délicatement sur sa machine à écrire, et gravement, au calme, aux oublieuses, aux légères. Se laisser feuilleter, entamer une guérison par les voyelles. Comment donc? Quelque chose cloche. Il y a quelque chose toujours qui cloche. De longues chaînes de raison harassantes. Accueillir tout cela, encore une fois, immobile, jusqu'au silence. Serre contre toi le peu qui dit vrai, recommande Gérard Bayot. Et n'aie pas peur de dire « je ». À nouveau, pour finir, et comme en passant, la rue Abel. Ces arbres en fleurs, sous les jeunes magnolias, je passe, triste, émerveillé. Merci Thierry. C'était Françoise Lebois, décousu, profil perdu. Et pour le meilleur, je laisse Victor. Là, c'est Victor Malzac, qu'on écoutera demain pour présenter son roman Créatine, et qui ce soir va lire Estelle Girard, Bon baiser, aux vivants et aux morts. Estelle Girard, Bon baiser aux vivants et aux morts. 18 mars 2021. Par la fenêtre de la cuisine, baignant dans une lumière poudrée, je regarde le ciel rose, rouge, mauve, qui vert l'horizon, vire à l'orangeade. Et je repense à cet homme alcoolique avec qui je vivais à ses yeux de Delft. C'était un roi. Et tandis qu'une étoile me faisait de l'œil, je pense à me couper les ongles. Je pense à des cathéters, des sangles, au steak jeté dans un poêle qui avait pris une drôle de teinte violette. Et ceci, tout ceci, pendant que mon Hewlett Packard gémit doucement, comme un bon vieux chien fidèle implorant une caresse. Non, décidément, il n'y a pas de grand truc à tirer du ciel, ni d'une belle journée de printemps. Ma tête est un terrain vague, des herbes folles courent sur mes mains, mes os me font mal. Carnet numéro XXX 30, note 18 mars 2021, soyez-en tous témoins.
pas de vers immortel en prose aujourd'hui. À mes groupies, je m'adresse aux fous, aux démunis, aux sans-mérite, aux mal baisés, aux obèses, aux moches, aux tueurs de vieilles dames, aux casseurs d'ambiance qui font sonner le téléphone, aux bouchers abattant leur hachoir, aux médiocres, aux insignifiants, aux barmen, aux pros du suicide, aux damnés, aux poètes, aux enfants de putain. Ne vous en faites pas, ne soyez pas tristes. Il n'y a pas de vainqueur, pas d'amour, il n'y a pas d'espoir. Mais il existe parfois l'ombre d'une chance. Accalmie dans les combats. Des bières rafraîchissent dans le réfrigérateur. Les mouches font ce qu'elles ont à faire. Le robinet fuit. Et je me rappelle de ce type, encore jeune, ivre-mort, au petit matin, dans un rade de Virginie, qui, tel un enfant en plein désarroi, pleure, implore, et cherche partout son M14, toujours chargé de balles perforantes, alors qu'il est revenu, dira qu'il y a un peu plus de 3 piges. Le robinet fuit, quelqu'un sonne à la porte, et je me tiens là, comme une grue sur un pied, les mains encalminées, autour d'une bière tiède, résolu à bénéficier de la sagesse des mouches. Crois-le. Crois-le ou non, chéri de mon cœur, je suis une merde imbue de ma propre puanteur, une suceuse de bites, une pute aux doigts jaunes, irritable et jacassante. C'est entendu, j'en conviens, bébé. Une tête de mule, putée, arrogante, insensible, une conne intégrale qui bousille et met en pièces ses amitiés. Soit, bébé, je te le concède. Une foutue individualiste ayant expérience pour seul professeur, une tocarde qui écrit des choses personnelles, un putain de poète autocentré, un poète nul, bidon, une moins que zéro. Parfait, bébé. Tout homme a besoin qu'on lui arrache des morceaux de sa vanité. Et attends une seconde. Je foire aussi mes entretiens d'embauche. Crois-le ou non, bébé. J'apprécie sincèrement ta conversation, de même que ta grande lucidité. Mais faisons une pause, un instant, chéri de mon cœur. Inspire, expire, et lorsque tu auras repris ton souffle, ferme-la. En bonne santé et bien nourri. À la radio, ce jour-là, un clampin annonça qu'un virus s'était fait la belle d'une unité ultra sécurisée d'un labo. Cela semblait très prometteur, plus que le DDT ou la bombe H, mais je m'en foutais. La rue avait l'allure d'une poubelle. Un morceau de lune jaune sale perçait la couche nuageuse et, suite à une rupture mélodramatique avec un ex troufion en l'âme de pigeon fou, je marchais allègrement vers le néant. Plus tard dans l'après-midi, lorsque mon cerveau endommagé réintégra ma tête, je me levai, mis de l'eau à chauffer et matai ce vieux type chétif, assis sur un banc, qui tétait une boîte de bière, un retraité coiffé d'un bonnet gris, reconverti en clodo. Les feux de signalisation papillotaient, rouge, vert, orange, rouge, vert, orange. Et tandis que les conducteurs de grosses cylindrées, de scooters, de bicyclettes, de SUV, pris dans des rêves de millionnaires, vaquaient à leurs occupations, le vieux clodo gueulait « Vous avez tué Jésus, c'est moche, mec !» Puis retournait s'asseoir, lamper une gorgée de bière, poser la boîte sur le banc, avant de bondir comme un cinglé vers un nouveau suspect et de lui crier « T'as tué Jésus, mon gars, tu l'as tué. Merci. »
Christophe, à toi. Commentaire de Christophe, Maïli, à ma droite, ça décoiffe. Isabelle Morino, elle-même poétesse, qui lira ses propres créations demain soir, va lire un extrait de Paysage du vent de Christophe Maé. Juste, on va changer des mots pour rigoler. Paysage du vent. Ce qui, lui, maintenant, n'est qu'un peu de nuit écartelée. Au l'entonnoir des arbres, l'oiseau s'acquitte des lumières échues. Nulle impatience dans les limbes brossées de pluie froide. Des voix délivrées irradient talus et clochers. À fleur de terre, le bouquinage des sillons violente l'horizon. Au bout de la nuit claire, des bruissements légers indiquent le réveil des pierres. Là où l'étoile restitue ce que l'ombre creuse en moi. Un peu du jour glacé, déjà fièvre. Une clairière, bleuâtre et pétrifiée, au moment où des marbrures nouvelles enluminent le fleuve, et où le ciel tient chambre ouverte dans la flaque. Le lierre noir rêve déjà aux pervenches. La lumière est solennelle. Dans l'ardeur lente des flammes, l'écriture mêle toute cendre à la mienne. Merci Isabelle. Trois très courts poèmes de À jour passant, qui est le recueil donc, publié chez Gallimard qui a obtenu le prix Mallarmé. Il faut peu de choses, un peu de brume sur le paysage et quelques arbres pour que nous refassions le chemin, à rebours du ruisseau. Alors, maintenant qu'Alée est à l'ordre du jour, nous partons, avec un peu de silence pour bagage. Même le paysage est dans nos signes, avec nous dans l'attente, de la clarté des neiges, certes,
Le voyage est immobile. Alors, notre marche marque enfin le pas, sous le poids et l'imposture du temps. Le jardin vibre de fleurs absentes. La source contient la mer, et les forêts au loin ont d'étranges reculs. La parole est au crépuscule, entre deux averses, où le chemin s'efface dans l'herbe fumante et la lumière nomade. On va lire maintenant 4 poèmes tirés du recueil de Loin en Loin, paru chez Là où il tremble, justement. L'âme des forêts prend la parole. Ici, l'ombre ferraille contre elle-même. L'arbre émerge à peine des hauteurs. Tout est prétexte au renoncement. Dans les clairières pleines des pas de la veille, je fais un usage déraisonnable du temps. Maintenant est une amnésie plus vaste que ces contrées livrées au vent noir, dans la passe étroite du petit matin, où le ciel, dans un puits de lumière, m'assigne aux confins de la page. Ai-je inventé cet attirail de lumière, ces espaces fécondés par la pluie? Je rêve sans doute trop loin, une fois l'encre refroidie. Écrire écarquille la nuit. Au matin, la lumière dorée des prés est en crue. Je crois avoir vu d'autres lointains, d'autres horizons, aussi lestes que les bannières du vent. Je feuillette le paysage comme un regret. Ce que j'y puise est sans avenir, une défaite détachée d'elle-même et que la mort enfouit sous les paysages. Une chose brève et indécise dans l'espace nomade du fleuve. Merci Estelle. Donc c'est toujours de loin en loin. Il y a 2 autres textes. C'est le même recueil, 2 autres livres. Le voyage est un oubli des destinations, un rêve aussi nomade que sédentaire. Je suis depuis toujours en partance pour nulle part. Je poursuis une portion d'horizon. J'établis le bivouac dans une grisaille lumineuse. Je rêve aux mers d'azur noir, dans un exil qui déroute l'obscur chevauché du vent. Il s'agit de faire naufrage sans inquiétude et d'ignorer les ombres derrière les palissades. Le monde est un chantier de lumière et la terre un simple commencement. Quelque chose qui invite aux nuits sans issue. C'était l'été, parfois. La lune allumait alors des ombres de plus en plus claires. Je passais en retrait des chemins, plus démunis que la lande. Il en est de même aujourd'hui, et je n'ai rien perdu de ce qui monte ici avec lenteur. L'élan du relief est trop furtif pour s'imposer. Les lieux sont courus de ravines et de sources. Tout ici prolonge une étape d'heures offertes, plus vide que le vide des clochers. Aller est un privilège aussi dérisoire qu'un terrain vague. Un monde en friche, une dédicace faite aux abandons de la nuit, où seule ma solitude est encore à pied d'œuvre. Deux textes tirés du dernier recueil Au bout du compte.
Il était question, je crois, d'aller voir ailleurs, si la lumière y est plus fuyante et plus belle qu'ici même. Si les oiseaux sont plus vifs que les reflets de la mer sous le soleil qui recule avec la houle. Mais personne n'attend personne et aucun soir n'est semblable à ce qu'on en pense. Alors, l'ordre du jour épuise ce qui reste de patience, car il se fait tard, et les gares, désormais absentes dans les vallées vides, emportent villes et brumes dans un sommeil plus lourd que les dalles des stèles. Est-il encore possible pourtant de marauder un peu d'azur dans les vergers du temps? Peut-on encore remettre un peu d'herbe et d'eau à la page, sans rien noter au silence qui se contente de quelques mots poste restante? Tandis que le poème vit sa vie de poème, comme tu vis la tienne, aussi immobile que les pierres dans l'enclos, où le chagrin n'est plus de mise au moment de la lumière immense des estuaires, et que passe là-haut un banc d'oiseaux plus impassible que l'éternité. À force d'éloignement et de cabotage, de saison en paysage, qu'en est-il de nous, porteurs de voix sans issue, attachés à notre présence provisoire et du soleil présent, d'une fenêtre à l'autre, avec en ligne de mire notre existence si provisoire? Nathalie Béplon. Nathalie, où es-tu? Des extraits, mais qui vient de publier donc, cet ouvrage chez Isabelle Sauvage, et celui-là, avec l'aide du CNL. Et je te laisse. Voilà, je vais vous lire deux extraits de deux livres qui sont parus en février et mars de cette année.
Voilà, j'ai pas pu choisir, donc deux petits extraits. Donc la petite dans les jupes qui est parue chez Isabelle Sauvage. Il faut se mettre devant le micro. Presque le toucher. L'œil bat son plein, effacement des signes. Elle faudra dire un jour la béance du jour d'appoint. Ses ajoncs chauffés à blanc, et ce n'est pas assez. Elle, debout, juste devant. Elle faudra garder le sang-froid, la sauver in extremis, sa peau, à la petite pendue haut et court, sans strip frontal, laissée pour compte. Cicatrisation en cours sur le bio, encore trop collatérale. Si au moins avoir une sangsue dans son jukebox. Elle trinque fort avec ses restes, avec son ligament croisé, dans une ou deux poitrines écroulées. Elle faudra adoucir son calcaire dans la falaise. Elle faudra faire son carreau avec patch chauffant. Cela avoir brut de décoffrage, au gosier pas filtrant. Assaut de sang. C'est inventer ce qui lui reste avec le peu adverse. Elle faudra rameuter ses enzymes, une digestion au sommet, sans faire la planche. Et le sol se greffe ailleurs, brusque. On lâche un peu de parcelle, on fait le mur plié en deux. Défaire son pied de grue. Sauter à pieds joints, pas plus loin. Elle longe ses termitières pour trier sur le volet. Dans le mot du crâne, avec cette gêne, amplitude, cage trop courte. Ça se rétracte, trop hors d'atteinte, la feuille plus vaste, un goût de chiffonnier. Il reste la petite dernière avec la mère toujours dans les jupes. Elle dit, toute une vie la petite dans les jupes, sur l'herbe fauchée. Il reste la petite dans les jupes. Il reste la balançoire, pour personne, pour avant, presque trop. Idée de buée sur le viseur. Chacun son corps, un lieu-dit. C'est un corps, un lieu-dit, qu'on perfuse à coups de battus, d'aboiements, qu'on désolidarise la nuit de sa porte cochère, à les flairer les points de suspension, à l'arrache d'instinct, battre en retrait dans les paix. Qu'on se le dise depuis des lustres, le tard qu'on vocifère, avec sa gueule de loup, de bois, sans bouger sur un tapis d'Orient et les pompons calquis de la nappe brodée dans un point pour sa tranchée. Sans élan carnassier, plus pâle ananas, on ne lâche pas une parcelle, son garde au corps au bout de soi, linge négociateur. On se sert sans légèreté, une mainmise, sorte d'épargne parasite. Sans faire faux bond, on s'arrête bêtement. Là, un fond d'œil entre quatre murs. C'est un corps, un lieu-dit, qui met au clou sa tortue romaine, quatre fers sur ring, aucune prise en main, une fin sans suite. Corps à plat qui engrange ses métastases dans un nid de poule. C'est un corps, un lieu-dit, en l'état. D'approche, l'air libre s'oxyde au forceps. Sa lobotomise son envers de peau, sa cervelle de poupée russe, visibilité de toutes les chutes, une syntaxe à découvert. Des bords de face au jour sec des idées, de faune organique sous contraction, ça passe à tabac. Les réverbères sont raides dans un rien de paysage et des bouts de tête. On est allé sous les pieds, plein phare, penché en contrebas, revoir à la carotide la mer et les poissons-ci. Un seul écart, assez longtemps,
seulement lire son braille au poignet défalqué. C'est encore un lieu-dit qui est le lieu-dit de brûler les ruches, trop de bourdonnement, le lieu-dit d'ingérer en masse le sec à laine. Demain, il neige à blanc. Un lieu-dit qu'il trinque à l'échéance, ses voies asymétriques à la descente du lit d'appoint. C'est encore un lieu-dit qui noue ses AVC au rouge calcaire, s'abreuve toute suture fortuite dans un champ neuronal. C'est encore un lieu-dit qui défébrile sa lampée de souffle, son miaulement léthargique, sa fugue en ré majeur. Un lieu-dit de couper le fil au signal des mésanges qui applaudissent le troupeau des arbres. C'est une prise d'assaut coléoptère qui grouille dans la veine à la recherche de l'oiseau suicidaire. Quand on ouvre les bras, tout se joue au compas. La mémoire s'en mêle de peu. C'est encore un lieu-dit qui appelle du pied de l'autre côté de l'axe. Cela reste affairé, c'est or, sauf, jusqu'à sa peau cousue de grillons. On est au bout, tricherie du corps dans la bouche de la terre, chantier interdit au public, suaire affaiblie au tout venant. Y mettre le cran d'arrêt, mais on perd sa fréquence. C'est encore un lieu-dit presque carcasse en bout de benne. On ne peut plus se centrer. Gêne froissée qui tire en arrière. Une confusion d'instants. Quasi rien dans le très lent. Le lieu-dit de se replier. C'est une fin de route d'aller là. Une minute de piano et ensuite on aura Sophie Salon. Alors, Sophie Salon, qui est une grande voyageuse, qui publie aux petites années à Rochefort, qui publie ses très jolis textes et qui va nous parler de son carnet islandais suite à un voyage qu'elle a fait dans ce pays. La marcheuse solitaire. Islande. Le jour règne enfin, et la nuit de bon cœur cède sa place, fatiguée par tout un hiver. Sur la route, elle marche, le long du chemin de terre noire aux chevaux. De temps à autre, une voiture passe, un écart,
soucieuse de ne pas déranger la marcheuse solitaire. Les coureurs cyclistes regardent droit devant, avec pour seule vue la ligne d'arrivée. Sur son chemin, la marcheuse croise un sourire, un regard, un petit signe de la main. Les vélos la dépassent, au retour lui font face, seule trace humaine dans la grande nature sauvage de juin. Alors je vais vous lire un deuxième poème qui s'appelle « L'église secrète ». C'était une église toute noire en basalte, près d'une rivière. C'est entre deux arbres qu'elle s'est cachée, l'église secrète si difficile à trouver. Une femme, passionnée d'oiseaux, m'y a menée, avec une assurance certaine. Au pied du diamant noir, j'étais, prière, offrande, je m'agenouille à ses pieds et misérablement lui offre mes couleurs, seul don approprié à sa noire beauté. Alors je ne sais pas si vous avez été, certains d'entre vous ont été en Islande, mais il y a beaucoup de rivières, c'est beaucoup de nature et aussi beaucoup d'eau et des geysers, des volcans. Et donc, je vais vous lire un dernier poème très court qui s'appelle « L'eau silencieuse ». Des gouttelettes d'eau serpentent le long des mousses fluorescentes. L'eau passe sa langue râpeuse sur les cailloux noirs brillants, charrie sa belle couleur pure, teintée de carillons légers. Vers quelle mystérieuse contrée s'achemine la rivière ? Un dernier morceau de piano, et ce sera les derniers poèmes avec Stanka Boris. Alors, Stanka Boris, qui est éditeur, qui a fondé les éditions de l'Entrevers, mais qui est aussi poète lui-même. Là, ce soir, il va nous lire les poèmes de jeunes poètes qu'il édite. Bonsoir. Donc, je représente ce soir les éditions de l'Entrevers et je vais vous parler en particulier de notre collection qui s'appelle Feu et Cris. Alors, vous allez comprendre pourquoi elle s'appelle comme ça. Cette collection qui comprend 4 ouvrages pour l'instant, en fait, est une commande que nous avons passée à des auteurs et autrices de la région Nouvelle-Aquitaine. Et nous leur avons proposé de travailler sur un thème. Ce thème, ce sont
quelques vers de la poétesse belge Claire Lejeune. Alors Claire Lejeune n'est peut-être pas très connue en France, mais c'est une grande poétesse qui était à la fois féministe mais aussi très mystique. René Chat disait d'elle que c'était son alter ego féminin. Donc ce n'est pas rien. Je vais vous lire ces quelques vers et vous verrez que les 4 auteurs en ont fait des choses totalement différentes. Être, c'est d'abord être feu. Être feu pour naître cri. Alors, intégrer le feu, l'enceindre, le comprendre, qu'il se fasse lait, afin que le cri s'en nourrisse et devienne langage. Voilà. Et donc, le premier ouvrage que nous avons édité, celui de Julie Nakache. Julie Nakache est une autrice angoumoisine, donc pas très loin d'ici, qui a déjà publié un nombre assez important d'ouvrages. Et je vais vous lire quelques extraits. On aura aimé, joui, tenu le feu sacré, attisé ses cendres. On aura vécu, embrassé, caressé les larmes, les regards, laissé la fumée jaillir, piquer les yeux, nos chants déchirés par nos toux. On aura été si profondément à se demander ce que le vide devient, désarmés, nos gestes fatigués, nos langues aussi. Il aura suffi d'un peu de salive pour mourir d'amour et de lit. Il aura suffi d'un crachat. Je regarde flamber le monde. Quelque chose de sa lumière reste. Je regarde flamber. Les flammes blessent. Tranchons du couteau sur le sein d'un souvenir. Je regarde flamber le feu. Pour l'éteindre, je me consume. La fumée couvre le bruit du monde, nous simplifie. Ça brille, crépite blanc dans la nuit. On se disloque, on se brise. On ne meurt pas des cloques sur la peau, ni des peurs. On asphyxie. La chair à vif, embrasement, à feu et à sang. Le feu nous a aimés dans sa solitude. Son crépitement infini, ses couleurs brodées de distance. Le feu a protégé nos secrets. Il était une fois un feu, des femmes, un foyer, une flamme. Voilà, c'est Julie Nakache, un feu défendant.